de projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Nous retrouvons Frédéric Barbe, le commandant de la frégate de surveillance française, le Nivose, qui patrouille dans l'océan Indien. Sa mission, lutter contre les activités illicites et l'immigration illégale. C'est notre invité du jour. Quand on parle de piraterie, on parle d'actes de violence, de vol, voire de détournement de bateaux, voire de prise d'otages qui ont lieu en haute mer. Les marines des pays africains renforcent leurs capacités pour mieux traquer les pirates dans le golfe de Guinée, une zone devenue une plaque tournante des trafics. 90% d'échanges se passent par la mer. Et imaginez-vous un seul instant si ce transport maritime est compromis. La musique traditionnelle africaine a toute sa place dans les rythmes contemporains. C'est ce que démontre ce groupe ghanéen, les Twerampon Traditionals. Dans la tradition Akan, votre père est celui avec qui vous apprenez. Des drones qui transportent des poches de sang, réalisent des cartographies ou encore surveillent le bétail. Ces petits appareils volants téléguidés sont arrivés en force en Afrique. Aller et retour, ça prenait au moins 3 heures. Et maintenant, quand on fait le commande, dans 20 minutes, on a du sang et on donne vite au patient. Pêche illégale, attaque à main armée contre des pétroliers, prise d'otages, piraterie de tout genre. La contrebande dans le golfe de Guinée représente une part croissante des attaques mondiales. Selon le Bureau maritime international, 135 kidnappings maritimes ont été enregistrés l'an dernier et 130 ont eu lieu dans le golfe de Guinée. Les troupes navales africaines renforcent leurs capacités techniques dans cette zone gigantesque qui s'étend du Sénégal à l'Angola avec l'aide de l'US Africom. Nous avions assisté à un exercice maritime multinational. Regardez. Ces soldats se préparent à une guerre contre un ennemi redoutable qui menace les États du golfe de Guinée. Les voleurs et les pirates sévissent du cap de Las Palmas à l'Angola, bordant une quinzaine de pays africains. Depuis 2005, les attaques de pétroliers se multiplient et les incidents de criminalité maritime, notamment les kidnappings, ne cessent d'être recensés. Les conséquences sont économiquement lourdes. On estime à plus de 2 milliards de dollars les pertes subies chaque année. Nous tous, nous sommes conscients de ce que 90% d'échanges se passent par la mer. Et imaginez-vous un seul instant si ce transport maritime est compromis. Ça va asphyxier nos économies. La plupart des États de l'Afrique, du continent africain, ont une économie qui dépend totalement, j'allais dire, en partie sur les ressources pétrolières offshore, en mer. L'insécurité en haute mer et sur les eaux territoriales peut mettre en péril la dynamique économique de l'Afrique. La défense maritime des États est un sujet d'intérêt pour les populations comme pour les partenaires commerciaux européens, américains et chinois. Africom, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, mobilise régulièrement les États africains pour des exercices maritimes, comme ici pour l'exercice Oban Game Saharan Express qui a mobilisé 27 nations et 35 navires africains. Une coopération vitale pour partager les informations entre tous les acteurs et venir à bout des voleurs et des pirates qui écument l'océan. Cet exercice a lieu chaque année. Il sert à évaluer les progrès réalisés jusque-là et à adapter la formation pour l'avenir. Il y a une très forte volonté parmi les pays africains avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, d'améliorer leur équipement et leur formation et de progresser encore et toujours. Je crois que la région tout entière est sur un point de bascule très encourageant. Chaque pays doit décider quelle sera sa stratégie maritime et son avenir pour ses navires.
Le défi pour les marines africaines est de ne plus laisser l'océan aux mains des pirates qui attaquent des pétroliers, enlèvent des otages pour exiger des rançons, exercent la pêche illégale ou encore font de la contrebande d'armes et de médicaments. Les États du Golfe de Guinée se sont dotés de stratégies régionales assorties d'un code de bonne conduite. Le code de conduite de Yaoundé divise le golfe de Guinée en zones. Chaque zone est composée de plusieurs pays et chaque pays a son propre centre d'opération et de la sécurité maritime. Ces centres gèrent l'espace maritime du pays et présentent leur rapport à la zone concernée. C'est un réseau de données partagées avec pour objectif une compréhension plus approfondie de la mer, guérir ce que l'on appelle la cécité maritime et partager les informations afin de combattre le crime maritime. Les États-Unis ont ainsi multiplié ces dernières années des patrouilles dans le golfe de Guinée, des opérations qui ont pour effet de dissuader les actions pirates, avec un résultat encourageant, une baisse de 18% de la criminalité maritime. Mais un tel engagement des États nécessite des budgets qu'ils n'ont pas. Les missions de sécurisation des eaux territoriales nécessitent de grands moyens logistiques et financiers. La question du partage du fardeau avec les grandes puissances étrangères impactées par les actes de piraterie se pose. L'une des plus grandes difficultés que nous avons au niveau de nos marines, c'est quoi? C'est que le déplacement d'un navire pour la mer coûte extrêmement cher. Et même l'acquisition d'un bateau coûte extrêmement cher. Il me souvient, le bateau que j'ai commandé il y a cela une dizaine d'années, le Bakassi qui est de l'autre côté, il a coûté dans les années 80 une bagatelle somme de 17 milliards. Et imaginez, pour faire son plein pour aller en mer, pour 10 jours de mer, il faut environ 50 000 litres de gazole. Ça, pour pouvoir faire tourner la marine, il faut des moyens. Quant à la marine américaine, qui est un partenaire stratégique important pour l'Afrique, je dirais que merci pour tout ce qu'elle fait pour nous et je leur demanderai de continuer à nous aider. J'en veux pour preuve ce qu'ils ont fait avec la marine nigérienne, le NNS Thunder, qu'ils ont gracieusement offert. Nous attendons aussi une frégate américaine achetée dans ces conditions. Du côté maritime, les choses semblent sur la bonne voie. Mais le vrai problème est-il résolu pour autant? Pas si sûr quand on sait que les pirates seront toujours motivés à prendre des risques. Tant qu'à terre, ils pourront écouler les marchandises volées sur le marché de la contrebande. Et dans ce domaine, il y a encore fort à faire. Je vous le disais en titre, notre invité, le capitaine Frédéric Barbe, fait partie de ces militaires français qui maintiennent la paix et la sécurité loin du golfe de Guinée, de l'autre côté de l'Afrique, en plein océan Indien. Son bâtiment, la frégate de surveillance française Le Nivose, est engagé dans la traque des pirates, des contrebandiers, mais aussi dans l'assistance aux personnes en danger. Dans la seconde partie de cet entretien, il m'a raconté ses dernières missions. Écoutons-le. Alors, il n'y a pas que le terrorisme. Qu'en est-il de la piraterie et du brigandage maritime? En effet, il n'y a pas que le terrorisme. Alors, il faut faire une différence entre la piraterie et le brigandage. Le brigandage, ce sont des actes de vol ou de violence, mais qui ont lieu dans les eaux territoriales ou à proximité immédiate des côtes. Ça signifie que seul l'État côtier peut intervenir. Nous sommes la Marine nationale française. Je n'ai absolument pas le droit d'intervenir à Madagascar ou en Tanzanie sans l'accord des autorités. Et ils sont libres et heureusement souverains chez eux. Et c'est à eux d'assurer la protection vis-à-vis de ces actes de brigandage. En revanche, quand on parle de piraterie, on parle d'actes de violence, de vol, voire de détournement de bateaux, voire de prise d'otages qui ont lieu en haute mer. Et à partir du moment où on est en haute mer, tous les États signataires de la Convention de Montego Bay ont le droit d'intervenir pour faire cesser un acte de piraterie. Donc c'était le cas notamment, et c'est toujours le cas, pour l'opération européenne Atalanta, qui opère tout au large, dans le golfe d'Aden et dans le nord de la mer d'Arabie, au large des côtes somaliennes notamment. Alors aujourd'hui, la piraterie semble plutôt jugulée, avec moins d'actes de piraterie que ce qui était constaté il y a une dizaine d'années. Cependant, c'est un phénomène qui existe encore et contre lequel il faut continuer de lutter. Est-ce que la crise Covid a eu un impact sur le nombre d'incidents recensés? Alors oui et non.
Malheureusement non, sur la volonté des gens qui veulent faire des choses illicites, ça continue. Ils ne vont pas s'arrêter à la crise Covid. La crise sanitaire n'a pas d'impact sur leur volonté, sur leur volonté d'opérer et de continuer à faire des actes illicites en haute mer. En revanche, malheureusement, elle a un impact négatif sur le trafic maritime illicite, puisque la plupart des aéroports ayant été fermés, la plupart des pays ayant fermé leurs frontières, toutes les routes terrestres et les routes aériennes ont été fortement impactées par cette crise sanitaire. En revanche, les routes maritimes, les ports sont restés ouverts pour alimenter, vous savez, 90% encore une fois des marchandises transitent par la mer. Donc tous les pays côtiers ont continué à échanger par la mer, et les trafics illicites qui usuellement passaient parfois par la terre sont devenus de plus en plus des trafics maritimes. C'est ce qu'on observe en tout cas sur l'année passée. Puisqu'on parle de la Covid, un mot sur l'opération Résilience. Alors l'opération Résilience, je peux en parler très peu puisque en fait je n'y ai pas participé directement, en tout cas pas avec le Nivose. En revanche, je sais que le Malin, qui est un patrouilleur des Fassoy qui partage le même port ici à La Réunion, est allé porter à Mayotte des bouteilles d'oxygène pour soutenir les populations et les hôpitaux sur place. Et en fait, l'opération Résilience, d'une manière beaucoup plus large, c'est la contribution des armées à une opération interministérielle qui concerne tous les ministères. Il s'agit d'apporter à la population française tout le soutien que nous pouvons. Et nous le pouvons dans 3 domaines essentiellement. Les armées ont un service de santé des armées qui permet de déployer des médecins, des hôpitaux de campagne. C'est ce qui a été fait. Nous pouvons dans le domaine de la logistique, puisque nous avons des forts moyens de transport. Nous pouvons dans le domaine du soutien, du transport de matériel et du soutien aux populations, où nous avons là aussi une grande expertise à apporter aux populations. Alors, on va parler de cette zone géographique dont il est question. Pourquoi cette zone entre la côte mozambicaine et le nord de Madagascar est un terrain de chasse pour les pirates? Alors, on a dans cette zone une conjonction d'intérêts assez important entre parfois des trafiquants qui trafiquent depuis des années diverses marchandises. Vous avez du trafic de bois précieux, vous avez des fois du trafic de ciment tout bêtement, du trafic de pêche illicite. Et il se trouve qu'en utilisant ces routes traditionnelles, on peut aussi faire passer toutes sortes d'autres marchandises, comme de la drogue, qui a vocation certainement à financer les réseaux terroristes. En revanche, en termes de piraterie, les pirates, l'imagerie générale de la piraterie somalienne, de la piraterie au large des côtes somaliennes, se passe plus au nord du canal du Mozambique et vraiment au large des côtes somaliennes et plus spécifiquement dans le golfe d'Aden. On constate effectivement un peu plutôt du brigandage que de la piraterie dans le canal du Mozambique, même si c'est encore relativement limité. Vous l'avez mentionné dans la première partie de cet entretien, l'immigration illégale. Que pouvez-vous nous dire sur l'immigration illégale dans cette zone? Alors, le sujet qui concerne le plus la France est évidemment l'immigration clandestine entre les Comores et Mayotte. Cette opération, la frégate de surveillance y participe assez peu, parce que comme vous le voyez, c'est un bâtiment assez grand, 93 mètres de long, 5 mètres de tirant d'eau, et c'est un bâtiment qui est adapté aux conditions hauturières, à la haute mer. Et en fait, pour ce qui concerne l'immigration clandestine à Mayotte, il s'agit plutôt d'une coopération inter-administration avec des moyens beaucoup plus légers, avec des vedettes rapides d'intervention qui sont armées par la gendarmerie, par la police de l'air et des frontières, sous l'égide de la Marine nationale à travers la base navale de Mayotte et le PC Action de l'État en mer de Mayotte. Mais les frégates de surveillance y participent assez peu dans la mesure où elles sont trop volumineuses et pas assez manœuvrantes pour intercepter les kwassa-kwassa. En revanche, quand nous passons à proximité de Mayotte, nous participons à la hauteur de nos moyens, c'est-à-dire avec notre radar qui permet de détecter assez loin des embarcations et surtout avec notre hélicoptère embarqué qui permet de détecter à grande distance des embarcations d'immigration clandestine. Commandant, pour terminer sur une note de fraîcheur, un petit mot sur ce Vendée Globe avec le sauvetage de Kevin Escoffier par le Nivose. Oui, c'est un excellent souvenir pour tout l'équipage, même si le début a été un peu dur, puisque vous parliez de fraîcheur. Je vais vous amener dans les 40e rugissants et dans les 50e hurlants, là où l'eau est à 4 degrés et pas à 28 degrés comme ici, là où le vent souffle à 35, 40, 45 nœuds, donc 90 km/h de vent. Nous étions à ce moment-là en patrouille de souveraineté, nous étions en train de surveiller les zones de pêche qui se situent autour de l'archipel de Kerguelen.
quand mon contrôleur opérationnel nous a appelés pour voir si on pouvait tenter de transférer Kevin Escoffier, donc qui avait déjà été récupéré par Jean Lecam, pour le transférer sur une liveuse et le ramener à La Réunion. Donc ce n'était pas une opération de sauvetage, puisque c'est Jean Lecam qui l'a sauvé, encore une fois, c'est lui le héros dans cette affaire. Nous nous sommes portés à la hauteur de Jean Lecam pour tenter de récupérer Kevin Escoffier. Pour se porter à la hauteur de Jean Lecam, il a fallu traverser une tempête pendant 5 jours, traverser des creux de l'ordre de 5 à 6 mètres, des vents importants. C'est un petit peu rude, des conditions un peu rugueuses à la fois pour le bateau et pour l'équipage. Et puis nous avons eu un bon prévisionniste météorologiste qui nous a permis de trouver la bonne embellie de météo, qui nous a permis de conduire le transfert en sécurité et de récupérer Kevin Escoffier à bord. C'est un excellent souvenir parce qu'il a passé 4 jours à bord pendant notre transit vers La Réunion. Il a beaucoup apporté à l'équipage par son expérience de grand navigateur. C'était vraiment quelque chose de très très positif pour l'équipage. Et puis je crois à ce moment-là un message très fort sur ce qu'est la solidarité des gens de mer et sur les valeurs que porte la Marine nationale. Commandant Frédéric Barbe, merci de m'avoir accueilli à bord. Je vous en prie, merci à vous, Acha. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Nous retournons maintenant à l'ouest du continent. Je vous emmène au Ghana, un pays où la musique traditionnelle ne reste pas au grenier, bien au contraire, puisque des groupes de musiciens ont décidé de dépoussiérer ces rythmes traditionnels pour les inclure dans des répertoires plus contemporains. Notre journaliste Jonah Otui a été à la rencontre des Twerampon Traditionals et ils lui ont raconté leur démarche pour donner une nouvelle vie au tambour traditionnel. Regardez. Voici les Twerampon Traditionals, un groupe ghanéen qui joue une nouvelle forme de son mettant en valeur la riche musique traditionnelle du Ghana mélangée aux instruments et aux rythmes occidentaux. Le groupe donne une nouvelle vie à l'Asafo, une musique traditionnelle de guerre et de mobilisation sociale, ou Okete, une forme de musique utilisée autrefois pour divertir la maison royale et ses invités. Le groupe est dirigé par Okerema Kwamenapra, un maître batteur né dans le groupe Akan Asafo. Selon la tradition Akan, il doit prendre la relève après son père qui était aussi un maître batteur. En effet, les enfants jouent la réplique du véritable tambour pour le plaisir et pour divertir. Une fois identifiés comme excellents joueurs, ils sont autorisés à jouer l'instrument de leur père lors des cérémonies officielles. Okerema Kwamenapra a appris à jouer de la guitare auprès de Kwamensa, l'un des premiers artistes de la musique highlife au Ghana, avant d'étudier la musique contemporaine à l'université. Dans la tradition Akan, votre père est celui avec qui vous apprenez. J'ai commencé à jouer du tambour à l'âge de 3 ans parce que dans ma région, cette compagnie d'Asafo se produisait quand quelqu'un mourait ou quand le chef de l'époque voulait faire passer un message, souvent pour un projet de développement et ainsi que le rôle de chacun. Le tambour d'Asafo était utilisé par le maître batteur ou le batteur divin pour convoquer tout le monde au palais du chef. À un moment donné, j'ai décidé de composer ma propre musique avec cette touche de musique traditionnelle. J'ai alors acheté une guitare acoustique et j'ai été voir le grand Egia Koumensa, l'un des premiers Ghanéens à enregistrer. Il m'a donc donné des cours. En reconnaissance de sa grande contribution de longue date à la promotion de la musique traditionnelle, Okerema Kwamenapra a récemment été honoré par le conseil traditionnel d'Ougua de Cape Coast au centre du Ghana. Au cours de l'événement qui a eu lieu en son honneur et celui d'autres personnalités semblables, le groupe Twerampon Traditionals a interprété Welcome Home du groupe Osibiza, une chanson populaire ghanéenne. Bessa Simons est le président du syndicat des musiciens du Ghana et membre du groupe Osibiza. Il y a beaucoup de musique aujourd'hui qui viennent défier notre musique. Et pour que notre musique puisse sortir et s'exporter, nous devons soutenir notre propre musique comme le fait Okierema,
chaque fois qu'il la joue. Vous pouvez ressentir l'authenticité de notre musique. Et c'est pourquoi nous devons jouer notre musique partout. C'est ce que nous sommes et c'est ce que nous faisons. Pour l'emmener partout dans le monde sur la scène internationale, nous devons soutenir et promouvoir notre musique. Il a son QG ici dans le château de Cape Coast où il enseigne la musique folklorique traditionnelle ainsi que la musique highlife plus contemporaine. Mon idée est de former la jeune génération qui veut se lancer dans la musique et apprendre différents types de musique au-delà du highlife afin qu'ils puissent l'exporter et la montrer au monde entier. Nous avons d'autres types de musique ou des schémas rythmiques que le monde ne connaît pas vraiment. Beaucoup viennent le voir pour apprendre à jouer de la batterie, des cloches et d'autres instruments de musique traditionnelle. J'aime faire cela parce que je veux juste aider les jeunes et les enfants à en savoir plus sur notre tradition et afin que cela leur soit utile à l'avenir. Nous ne devons pas laisser les autres musiques nous distraire au détriment de l'apprentissage de nos dialectes ainsi que nos musiques locales. La musique traditionnelle est la meilleure. Les jeunes devraient trouver un groupe traditionnel ou rejoindre un groupe tout simplement pour apprendre tout ce qu'ils veulent savoir et de là, ils sortiront pour être meilleurs. Pour que cette musique ait un grand impact à l'échelle mondiale, il reste encore beaucoup à faire. Okerma Pra, qui a joué dans des spectacles et participé à des ateliers internationaux, est en première ligne pour promouvoir cette forme unique de rythme ghanéen traditionnel. Utiliser les drones pour apporter des poches de sang à des structures sanitaires qui sont dans le besoin, le Rwanda l'a fait et s'est même doté d'un aérodrome pour drones. Dans la Tanzanie voisine, la capitale Dodoma a également fait appel à ces petits avions téléguidés pour réaliser à moindre frais la cartographie du pays. Notre journaliste David Tiombiano avait exploré les premiers exemples de cette révolution drone en Afrique. Regardez. Nous sommes dans le sud-ouest de la Tanzanie. Dans ce village de la région de Morogoro, Sevina et les siens n'ont qu'un seul vœu, en finir avec les conflits perpétuels à propos des terres agricoles. L'acquisition de titres fonciers suffirait à les mettre à l'abri des abus. Parfois, les gens disent qu'ils sont au courant des bornes, mais ça ne les empêche pas d'envahir des champs et de les revendiquer après comme les leurs. Avec une telle pratique, notre propriété sur une parcelle n'est pas bien établie et sans titre, notre entreprise agricole est incertaine. Dans ce cas, les conflits de terre sont inévitables. Pour aménager le territoire, il faut des données géographiques et une cartographie précise. Dans le temps, c'était une affaire de grands moyens qui mobilisaient avions et satellites. Mais aujourd'hui, le drone, un tout petit appareil, fait l'affaire. En Tanzanie, la dernière photographie date de 2008, parce que les coûts de prise de vue aérienne sont très élevés. Il faut donc trouver des alternatives. Il y a des images que nous proposent des satellites, mais aussi les drones, des engins volants sans équipage. Sans pilote, sans trop de charge, on réalise beaucoup d'économies. Donc c'est une technologie simple et accessible. Grâce aux drones, le gouvernement tanzanien est à même aujourd'hui de délivrer 300 000 titres fonciers aux agriculteurs. Avec le bornage des exploitations, Sevina et sa famille peuvent envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité et faire des projets. Nos attentes, c'est d'avoir des exploitations bornées et bien identifiées. Si nous avons des titres fonciers, on peut cultiver sans problème, on peut obtenir des crédits et investir dans la production. Ainsi, on pourra améliorer nos conditions de vie. Tout a commencé il y a quelques années plutôt avec des essais de laboratoire. Ururu Labs étudiait les possibilités qu'offrent les nouvelles technologies pour prévenir efficacement les catastrophes naturelles. Le drone s'est avéré être un outil efficace d'aide à la décision. L'intérêt initial était de cartographier et d'identifier des zones très inondables à Dar es Salaam.
d'obtenir une image aérienne qui montre clairement les zones submersibles après une inondation. L'autre objectif était d'avoir des données détaillées sur le relief qui peuvent être mises à la disposition des planificateurs des zones urbaines pour prévoir et aménager les canaux d'évacuation des eaux de pluie jusqu'à la mer. Les prouesses du drone ont eu un tel écho que le ministre du Domaine est sur le point de l'intégrer dans un vaste programme d'aménagement urbain. Aujourd'hui, grâce au drone, la Commission foncière de Zanzibar dispose d'un outil précieux d'aide à la décision. Une carte de haute résolution sur les îles tanzaniennes de l'océan Indien couvrant 2300 km² de terre. Au début, on naviguait avec une carte aérienne qui date de 2004. On obtenait des cartographies avec une résolution de 25 cm. Mais maintenant, avec les drones, nous obtenons sur l'ensemble du domaine une résolution de 7 cm. C'est une très bonne résolution. C'est impressionnant. Au Rwanda voisin, drone rime avec santé. Ce petit appareil transporte à son bord des poches de sang à un hôpital situé à l'autre bout du pays, où attend un patient qui a besoin de ce précieux liquide pour vivre. Je marchais quand je fus heurté par un motocycliste. J'ai eu rapidement le sang dont j'avais besoin. Ce fut vraiment un miracle. Je ne sais pas comment vous dire ce que je ressens. C'est comme un miracle venu de Jésus. Aller et retour, ça prenait au moins 3 heures. Et maintenant, quand on fait la commande, dans 20 minutes, on a du sang et on donne vite au patient. Depuis bientôt 2 ans, le drone fait partie du système de santé au Rwanda. Sa mission, sauver des vies en livrant des poches de sang et des consommables médicaux à 21 hôpitaux dans les provinces du sud et de l'ouest du pays. Pour y arriver, le Rwanda a construit un aérodrome pour drones et s'est attaché les services de Zapline, une entreprise à la pointe de la robotique pour gérer cette mission. Et ça marche plutôt bien. Nous cherchons d'une part à étendre ce dispositif géographiquement et d'autre part à l'étendre à d'autres produits. Certains vaccins doivent être utilisés en urgence, par exemple des vaccins contre la rage ou des sérums anti-venin. Si nous parvenons à trouver des solutions où la technologie sert aux bénévoles, aux agents de santé et aux éducateurs, à ceux qui s'occupent des jeunes enfants et des personnes âgées, nous pourrons mettre à profit ces technologies même si nous craignons qu'elles détruisent un nombre considérable d'emplois. Du sang venu du ciel, des conflits fonciers désamorcés, des catastrophes naturelles évitées, la technologie drone est une véritable avancée remarquable pour améliorer la vie quotidienne des populations africaines. Au regard de ses performances, on peut s'étonner de la lenteur des États à s'approprier cet outil très bon marché et à l'intégrer dans leur stratégie de développement. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Frédéric Barbe ainsi que nos émissions sur notre site internet africaonair.com et bien sûr également sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa TV Show et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous!